Chers amis, on a une petite heure et demie entre nous à partager. La devise de l'Université paysanne, c'est d'échanger des idées, de partir d'exemples concrets, vous allez en avoir, mais c'est aussi d'échanger entre nous. Donc je viendrai à un moment donné, n'hésitez pas à vous signaler si vous avez un commentaire, des questions à poser, je me ferai un plaisir de vous tendre le micro, et n'ayez crainte, il ne mord pas. Enfin jusqu'à présent, même s'il est un petit peu fin, puisqu'on parle de l'alimentation. Et puis, alors, je vais vous demander une petite faveur, c'est d'éteindre vos portables parce que ça fait des interférences. Je garde le mien, c'est une impolitesse, mais c'est pour l'horloge. J'ai plus de montre depuis qu'on a le portable. Depuis qu'on a le portable, on remplace tout. C'est une catastrophe. Même si on veut cuisiner, on va sur le portable maintenant. On tape recette, Google. Vous entendez pas? Mais vous êtes sourds. On a intitulé ce rendez-vous... il va porter sur le naturel, j'avais dit... vous repoussez le naturel, il revient au galop. C'est un retour aujourd'hui, c'est un retour pour plusieurs choses. J'ai vu tout à l'heure Maxime de Rostolan, les fermes d'avenir, qui me disait, ça a vérifié sur les chiffres, les nouveaux installants et installés en paysannerie aujourd'hui en production, alors ça peut être de l'élevage aussi, sont à 50% originaires d'un autre univers. C'est à vérifier, parce qu'il y a aussi des transmissions de fermes de génération en génération. On peut dire exactement, très précisément pour les travaux manuels, un tiers des personnes qui s'engagent dans une nouvelle activité qui est, on va dire, un métier manuel, le tiers de ces personnes provient de l'extérieur aussi. Souvent des reconversions, souvent de jeunes personnes, des diplômés sur les métiers manuels, 10% des personnes qui se lancent dans cette reconversion ou cette nouvelle filière ont bac plus 6, bac plus 5 ou bac plus 6. On a des études supérieures, des personnes qui sortent aussi de grandes écoles et qui ont décidé, parce que la hiérarchie, le fonctionnement de l'entreprise classique ne les satisfaisait pas, ont décidé de donner du sens à leur vie. Et très souvent, tous les jours même, j'entends des personnes qui disent « j'ai changé, je me suis installé à la campagne par exemple, je gagne 3 fois moins d'argent, mais je suis 3 fois plus heureux. » Et ça n'a pas de prix. Et alors on a des exemples. On va s'intéresser à ce qui est, pas un état de nature comme disait Rousseau, mais quand on parle de nature, moi je pense à la nature humaine. La nature humaine a faussé ses engagements et a été parasitée par ce qu'elle a imposé aussi à la nature environnementale. On a voulu projeter des besoins sur une nature en la détruisant et en détruisant aussi nos propres besoins naturels. Ça implique des méthodes, retour à des savoir-faire. Il y en a beaucoup. Récemment, j'avais un jeune qui se lançait dans la forge. Il était forgeron. Il y a 28 ans, la forge en Moselle. Il a lancé un financement participatif parce qu'il avait besoin d'outils pour achever l'installation de sa forge. Il a eu gain de cause et il est même débordé par les demandes. Je dis, mais comment à 28 ans? Mais il dit, parce que j'ai besoin de donner du sens, j'ai besoin de la proximité, j'ai besoin de travailler sur une matière, j'ai besoin de renouer avec des gestes, des savoir-faire. On peut les adapter à la modernité, ils sont numériques parfois. Ça, c'est le naturel qui revient au galop, je trouve, lorsque vous le chassez. Et ce mouvement, je ne sais pas si c'est un mouvement de fond, on le verra, d'abord n'est pas assez médiatisé, mais il est bien incarné. Alors, on va vous donner un exemple avec Stéphanie Mauger. Stéphanie qui a fait donc un essai micro, vous avez entendu un petit peu sa voix. Stéphanie qui était graphiste à Levallois-Perret. Oui, j'étais intermittent du spectacle et graphiste. Enfin, j'avais une vie complètement hors sol. Je faisais que des trucs... Je faisais que des trucs très abstraits. C'est sans doute pour ça que j'ai eu envie ou besoin à un moment d'aller vers, de trouver un sens aux choses et au quotidien. Sinon, une vie trop abstraite, trop virtuelle, conduit forcément à un état quotidien brumeux où rien n'a de sens. Et un élevage de race franchine, donc. Voilà, donc maintenant je suis éleveuse de moutons. Est-ce que vous auriez pu être menuisière ou boulangère? J'aurais pu être tout ça, mais les animaux, il y a quelque chose en plus. Même dans tous les métiers agricoles qu'on peut faire, l'élevage, c'est vraiment quelque chose qui se partage. Il y a une interaction avec les animaux qu'il y a peut-être un peu moins avec les végétaux. Vous auriez pu ouvrir, je ne sais pas, un magasin de toilettage pour chiens et chats. Un contact direct avec les animaux. Là, il y a quand même quelque chose.
ben, Ce retour à la nature, est-ce que ça signifie quelque chose? Alors, non, je ne l'appellerais pas retour à la nature, je l'appellerais retour à un métier utile, puisque dans les métiers fondateurs de toutes les civilisations humaines, il y avait faire à manger, soigner les gens, éduquer les mômes. Donc, les métiers fondateurs de toutes les civilisations, ils tiennent quand même sur les doigts d'une main. Et produire de l'alimentation, c'est un des métiers fondateurs, donc ça a un sens. On n'a pas besoin de réfléchir démesurément au sens de la vie et d'aller voir un psy, parce que j'allais voir un psy à Paris, je m'allongeais 2 fois par semaine sur le divan pour trouver un sens aux choses. Et être éleveur ne nécessite plus qu'on réfléchisse à soi-même, à son nombril et à sa place dans l'univers, puisque notre place d'ailleurs, c'est pas la place dans un univers, mais notre place dans un village ou dans une prairie, elle est induite par les besoins du troupeau. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide de mon emploi du temps saisonnier, annuel ou hebdomadaire, c'est les besoins du troupeau qui guident mon travail et qui façonnent mon quotidien. Ça amène beaucoup d'humilité et c'est probablement ce dont j'avais besoin en tant que citadine, abstraite, virtuelle, superficielle. C'est d'être dans l'humilité et dans un cadre de vie et de travail où je n'ai pas à réfléchir à mon nombril. Ce sont mes brebis qui me guident maintenant. Alors, vous découvrez comment cette race et ce métier? J'ai découvert d'abord une région, enfin la Normandie par hasard, parce que je n'aimais pas la campagne. J'étais vraiment un cliché parisien, hein. Je n'aimais pas la campagne. Et vous avez le droit de faire ouh en gagnant... merci. En vous êtes vachement gagnant interactif. j'ai gagné un séjour dans un gîte qui était au fin fond de la Normandie. Je ne voulais pas y aller, mais en me disant, mais j'aime pas Deauville. Parce qu'en tant que Parisienne, je pensais que la Normandie, c'était Deauville. Et là, non, il fallait faire 2h30 de route en plus. Bon, ça suffit. Et donc, en allant beaucoup plus loin, en découvrant le charme discret de la Manche, j'ai découvert les prés salés et des moutons qui pâturaient au milieu des prés salés de manière sauvage. Ils avaient l'air complètement libres. Et j'ai été assez émerveillée par ça parce que le peu d'images qui me parvenaient de l'agriculture, c'était plutôt des animaux enfermés, des animaux calibrés, tous pareils, qui obéissent aux besoins d'une exploitation. Et là, ce mode d'élevage m'a beaucoup séduit parce qu'il y avait non seulement de la production d'une viande de grande qualité, mais il y avait aussi un lien direct au paysage, puisque les prés salés sont entretenus par les moutons. Et il y avait la notion de race locale aussi, puisque je découvrais que toutes les races de moutons ne peuvent pas s'adapter aux prés salés. Et que certaines races ont développé des moyens naturels, par leur couleur, par leur laine, par leurs pieds, pour s'adapter à un univers salé. Et c'est cette adéquation entre ces trois choses, la gastronomie, le lien au terroir et et à la tradition, donc à l'histoire et au patrimoine de ces races, et le lien au paysage qui soudain me paraissait cohérent. Je me disais, mais toute la nourriture devrait être ça, devrait avoir ce lien et pouvoir répondre aux questions où c'est produit, comment le produisait mon arrière-grand-père. Et les prés salés m'ont fait cet effet. Une petite note, une parenthèse avant de continuer avec Stéphanie. Carlo Petrini, vous reconnaissez dans ce lien à la nature et au paysage, parce qu'on ne l'emploie pas souvent ce terme. Vous, le parrain de la fête et homme du slow food, on a Slow Food International et Slow Food France pour ce rendez-vous, le rapport au paysage. Je pense que tout est connecté. Et nous avons, pour beaucoup de temps, fait des raisonnements séparés. Ici, il y a la nourriture, ici, il y a le paysage, ici, il y a la politique économique, ici, non, tout se connecté. Et particulièrement dans ce moment ici, au niveau mondial, si nous n'avons pas la capacité de comprendre les connexions, nous n'allons pas comprendre la situation des environnements globaux et aussi de la politique. Quand nous assistons dans ce moment avec beaucoup de migrants qui arrivent de l'Afrique, et nous n'allons pas comprendre que c'est ça, il est très strictement connecté avec les changements du climat. Et les changements du climat, la plupart, il est responsable d'un système alimentaire agricole de notre pays. La responsabilité du changement du climat, pour 34%, c'est pour l'agriculture
et l'alimentation intensive, 34%, plus que la mobilité. Alors, la situation c'est ça. Nous avons provoqué ça, et les pays plus pauvres, ils payent les choses plus mauvaises. Dans l'Afrique subsaharienne, la situation c'est incroyable parce qu'il n'a pas plus, c'est la siccité. C'est un désastre. Il n'existe pas la possibilité pour les paysans de produire. Alors, c'est ça, il est tout connecté. Alors, nous avons besoin de reconstruire cette dimension et décodifier et retourner à comprendre comme la nourriture, il est connecté avec les paysages, connecté avec la socialité. Si nous allons pas comprendre ça, nous n'allons comprendre rien. Et aussi, comprendre que manger, c'est un acte agricole. Parce que moi, quand je mange des produits qui ne sont pas de proximité, qui ne sont pas des produits locaux, qui mangent des produits qui voyagent dans le monde entier avec beaucoup de chimiques, j'ai fait un acte agricole et j'aide cette agriculture. Si je mange au niveau local et je mange des produits sans chimiques, si je vais renforcer les races autochtones, alors de cette manière, l'acte agricole de manger, il devient très fort. Alors, je comprends tout à fait le sens de vos propos. Je suis felice que tu comprennes mon français parce que c'est un désastre. Va bien. Va bien. Todo va bene. Todo va bene. J'ai une seule question. Comment on connecte la politique mondiale à ça? Parce que la nature, le paysage, l'alimentation, la santé, je comprends tout à fait. Mais la politique mondiale, ce que vous dites, la politique mondiale, dans ce moment ici, il a pas. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris cette chose ici. Nous avons une dimension politique très mauvaise en Europe, dans mon pays, en Italie, ici en France, dans le monde entier. C'est-à-dire que la politique, il est toujours à penser de manière séparée. Il ne comprend pas une vision holistique. Tout est connu. Alors, c'est la politique, il dorme, bla, 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 bla. La chose intéressante, c'est que la société civile, à l'intérieur de la société civile, il monte cette responsabilité. La fortune de cette fête, que c'est une fête extraordinaire, la fortune de personnes qui viennent aider, qui travaillent, beaucoup de personnes qui arrivent ici, c'est la démonstration que dans la société civile, la situation, il est bien vue. Qu'est-ce que veut dire? Il a une situation aussi très connectée de la santé, de notre santé. Il a une situation sanitaire incroyable. Dans mon pays, en Italie, il a 1,5 million de personnes qui vont souffrir de cœliakie. Il n'existe pas avant une chose comme ça. Il montre beaucoup de maladies, des situations qui sont strictement connues à la nourriture. Alors, Carlo, si et vous la permettez... politique, il dorme. Alors, avant de revenir à l'expérience de Stéphanie, encore une question, parce que, à nouveau, je vous suis, sauf qu'on sait bien, si on prend l'armée, les foules d'acteurs locaux, de transformateurs, de producteurs, d'éleveurs, de cuisiniers, de valorisateurs, qui font aussi partager des saveurs au naturel, on peut multiplier par des centaines de milliers. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'effectivement, il y a une foule, mais une foule qui n'est pas entendue. Comme si un plafond de verre existait entre une décision des hautes instances et la réalité qui provient du terrain. Comment franchir ce palier? Comment traverser ce plafond? Et nous avons un ministère du tout, il faudra un ministère du tout. Nous avons à traverser un désert. C'est très difficile. Mais, regarde,
je suis très impressionné pour les chefs français qui sont ici, qu'ils démontrent surtout Olivier Rollinger. Qu'ils démontrent une sensibilité et une conviction très profonde. Il n'existe pas le métier de chef s'il n'existe pas une agriculture saine. Il n'existe pas le métier de chef s'il n'existe pas la matière première. Alors, dans ce moment, dans tout le monde, à toutes les heures de jour et de la nuit, tu vas allumer une télévision, il y a un chef qui parle, bla, 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 bla. C'est ça, comment dire, la spectacularisation de la recette. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes comme Olivier, comme Michel Brasse, qui travaillent sur la matière première, qui travaillent pour connecter la conscience gastronomique au savoir paysan. Et alors, nous sommes ici dans l'université paysanne. Nous avons un travail très important à faire pour changer les causes, comme tu as dit. C'est ça. Nous devons faire en manière que les savoirs traditionnels, qui sont l'expression des paysans, des éleveurs, des personnes très humiles, ils doivent dialoguer avec les savoirs académiques. Maintenant, il n'y a pas le dialogue. Maintenant, les savoirs académiques sont ici et les savoirs traditionnels sont ici. Nous avons besoin d'équilibrer. Je ne dis pas que toute la vérité, c'est sur le savoir traditionnel, mais aussi toute la vérité, il n'est pas seulement dans le savoir académique. L'essentiel est dans le traditionnel. Bon, si tu penses à la vache folle, la vache folle, il n'est pas étudiée par des éleveurs, il est étudié dans les universités d'Édimbourg. Alors, nous devons créer un dialogue et donner respect à les savoirs traditionnels. Ils ne sont pas des savoirs, comment dire, folkloristiques, anciens. Non, non, non. Beaucoup de savoirs traditionnels, ils sont très, très forts parce que sont l'expression d'un savoir empirique qu'il a donné tout ce patrimoine. Notre grand savoir de l'Académie et de l'économie mondiale, il a porté une situation désastreuse au niveau des environnements. Alors Stéphanie, pardon, on reprend parce que par rapport à ce que disait Carlo Petrini, c'est intéressant, c'est ce renouveau de l'agriculture à travers des savoir-faire ancestraux, de renouer avec ce geste. Ce sont souvent des jeunes candidats ou candidates à l'installation qui le réalisent, comme vous, ou comme Tiffaine, on en parlera tout à l'heure aussi. Sauf qu'il y a l'accès aux moyens, l'accès au foncier, la formation. Vous suivez une formation au lycée agricole de Coutances. On crée un cheptel comment? On a quels moyens pour ça? Et on arrive à acquérir ou louer des terres en présalé, de quelle façon? C'est trop de questions à la fois. Ouais, ça fait beaucoup de questions et mon exploitation n'est pas du tout représentative des d'autres exploitations parce que officiellement, il y a des moyens mis en œuvre par les chambres d'agriculture pour favoriser les jeunes agriculteurs qui sont souvent des tentatives de pieuvres de nous faire rentrer dans le rang. Donc quand on démarre sans moyens comme moi je l'ai fait, c'est vrai que tout est fait pour nous calibrer autant que nos moutons et vouloir garder sa liberté, son libre arbitre ou sa liberté de vision de l'élevage, c'est vachement dur et ça mène souvent à beaucoup d'intimidation ou d'obstacles qui sont très tangibles et très concrets. Intimidation du genre je ne veux pas prendre mon cas comme un exemple, parce que en plus, moi, je trouve que je cumule plein de handicaps. Ouais. Mais vous voyez, je suis une fille et donc j'arrête les catégories. Je venais de la ville. Au passage, la parité respectée. Bravo, oui. Merci. J'étais mère célibataire et je venais du monde de la communication et donc je communiquais. Et ce sont que des choses qui sont tabous dans le milieu agricole. Donc la zone où je travaille, c'est une zone vraiment d'élevage, c'est l'élevage qui prédomine, c'est un milieu plutôt masculin.
avec une représentativité dans les chambres d'agriculture qui sont très très masculines, donc ma manière de m'exprimer, ça n'est pas entendu. Enfin, c'est pas que ça n'est pas entendu, c'est qu'en fait, je ne suis pas considérée comme une agricultrice par mon milieu professionnel, qui continue à m'appeler Marie-Antoinette parce qu'ils ont l'impression que je m'amuse avec 3 moutons et que mon système ne peut pas être viable et que je suis une faux folle parce que je viens d'un milieu très superficiel. Vous n'avez pas 3, vous en avez 120. Oui, voilà. Ça reste un tout petit troupeau. Hein. Pour une professionnelle, c'est vrai que c'est tout petit, tout petit. Mais du coup, j'ai perdu le fil. Oui, la Chambre d'agriculture, femme, Marie-Antoinette, le ridicule. Voilà, j'ai cumulé plein de trucs et qui nécessitent forcément de devoir tout réinventer. Mais c'est aussi notre force, à nous les néo-ruraux, c'est qu'en fait, comme nous n'avons personne pour nous dicter quoi faire. C'est-à-dire qu'on a devant nous un boulevard et l'étendue de toutes les possibilités, de tout ce qu'on veut expérimenter. On est délesté du regard lourd que pourraient avoir nos parents, si c'est nos parents qui nous avaient transmis la ferme. On est délesté du regard pesant des voisins, puisqu'en fait, on n'a rien à leur prouver. On a une liberté d'action qui est, je pense, notre principal atout et que ne peuvent pas avoir les agriculteurs qui sont nés dans ce village, qui ont grandi entre des voisins, entre une mairie, entre des parents, des grands-parents. C'est vraiment ça notre principal atout, c'est cette liberté d'action et d'entreprendre, et elle nous permet de tout dépasser. Elle nous permet de dépasser tous les obstacles très concrets, toutes les intimidations. C'est bien d'être soutenu quand même moralement par d'autres jeunes candidats à l'installation qui peuvent avoir la même perspective que vous et avoir de la solidarité pour vous permettre d'avancer. J'en sais rien, ça dépend des personnalités. Moi, j'ai commencé à avoir plein d'emmerdes quand j'étais déjà grande. J'avais déjà 30 ans quand je me suis installée. Donc, tout ce qui est intimidation, évidemment, les rumeurs colportées. Enfin, j'ai été traitée de sorcière, je reçois des menaces de mort, en même temps que des lettres d'amour hallucinantes. Pardon, menaces de mort? Ah, mais ouais, mais j'ai tout. On m'a volé un mouton parce qu'il était noir et que les voisins pensaient qu'un mouton ne peut pas être noir. Les moutons, c'est blanc, chacun le sait. Enfin, j'ai vraiment tout eu, quoi, tout. Donc, j'avais déjà 30 ans. Je veux dire, je suis forte à 30 ans. Si ça m'était arrivé alors que j'avais 22 ans, effectivement, je n'aurais peut-être pas eu la force de caractère de transformer ça en courage. Mais à 30 ans, avec un môme accroché dans le dos, ça va, on peut transformer ça en moteur ou en carburant pour de la détermination. Donc au final, moi, ça me va, ça me prouve que je suis toujours vivante, ça va, je ne me suis pas fait écraser en tracteur par des vilains voisins FNSEA, en gros c'est ça. Donc a priori je vais survivre et je vais rester agricultrice jusqu'à mes 65 ans. Le problème c'est son tracteur. C'est le mode de pensée que ça induit. Évidemment, aucun agriculteur n'est responsable et n'est à blâmer parce que ce sont des gens qui souffrent et qui sont malheureux et qui eux-mêmes ne se trouvent pas et sont pleins de contradictions. Mais la confrontation entre ces deux modes de pensée, c'est-à-dire ce que la ligne directrice induite par les chambres d'agriculture, ça a un impact très tangible sur les décisions qui sont prises au quotidien de manière financière sur les petits exploitants comme moi. En gros, la chambre d'agriculture, elle a droit de vie et de mort sur mon exploitation. Je le sens très bien à travers toute la multiplicité des décisions qui sont prises, c'est-à-dire à qui on attribue des terres quand il y a des terres rendues disponibles, à qui on aide à faire passer son dossier d'installation et qui on bloque totalement. L'agriculture, en fait, n'est pas du tout le domaine libéral qu'on peut fantasmer ou qu'on peut imaginer quand on n'est pas encore dedans. On a l'impression que ça peut être un domaine où on peut faire ce qu'on veut comme en artisanat. Or non, en agriculture, tout est régulé. Je ne pourrais pas vendre mes moutons si je n'avais pas des autorisations d'exploiter, si je n'avais pas réussi à avoir des terres. Il y a tout un processus très, très réglementé. C'est-à-dire que les freins, ils sont tangibles. C'est pas parce qu'on a de la volonté qu'on le veut qu'on y arrive. S'il y a trop de freins, on n'y arrive pas. Et comment on trouve une place dans le marché ? J'ai la chance d'être dans une production qui est très plébiscitée, parce que c'est une production de qualité, et on est peu nombreux à produire. Donc les agneaux de présalé, ils ont toujours une grande notoriété. Donc je suis du bon côté de la balance commerciale. Donc c'est cool. Mais enfin, vous êtes plusieurs Alors les éleveurs de présalé en général, que ce soit des jeunes ou des vieux, qu'ils soient sympas ou pas sympas, notre produit est plébiscité. C'est notre chance parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc, j'ai pas eu à développer des ressorts incroyables d'inventivité pour promouvoir mon agneau plutôt qu'un autre.
Socialement et politiquement, parce qu'on en parlait avec Carlo Petrini, il y a un syndicat qui s'est créé, vous êtes entré dedans, vous l'avez suivi. Vous en êtes ressorti. Un syndicat de quoi? De producteurs et d'éleveurs. De présalés? Oui. Ah là là, non, parce qu'on ne s'aime pas entre nous et on s'entretue. Ah, super la cohésion. Ça, c'est vachement facile pour exister ensuite. Alors, je ne sais pas si c'est une spécificité normande, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Normandie, tous les producteurs, on a un problème de cohésion, de parler le même langage. On s'accorde beaucoup moins bien que les producteurs bretons qui savent parler le même langage quand il y a un dossier important à défendre. Nous, en Normandie, on a vraiment beaucoup de retard, on ne parle pas le même langage, on est voisins mais on s'entretue. Voilà, on a vraiment un déficit et ça fait partie des leviers qu'il faudrait évidemment améliorer si on veut que notre métier survive, se défende. Voilà, on a une grosse marge de progression. Même des éleveurs qui ne sont pas dans le conventionnel. Alors, étonnamment, la FDSEA, donc la Fédération départementale syndicat des exploitants agricoles, voilà, est très bien représentée dans la Manche, donc dans le département que j'exploite, au point que beaucoup de producteurs bio adhèrent à la FDSEA et non à la Confédération paysanne. Laurent Pinatel, tu es où? Parce qu'il faut l'appeler. C'est un constat abominable. Hein. Pourquoi des producteurs bio adhèrent à la FDSEA? C'est parce qu'en fait, ils trouvent que leurs intérêts sont mieux représentés auprès de la Chambre quand il y a quand il faut monter au créneau, que ce soit pour le lait, la production légumière. Donc du coup, notre conf, elle est pas très solide, elle n'a pas trop la niaque, et donc c'est une question piège horrible. Et la dernière, avant d'interroger Olivier et Tiffaine, financièrement, ce que je parlais, c'est toujours un souci. Il y a Terre de Liens, la Nef, pour accéder à du foncier. Vous y avez accédé de quelle façon? Les présalés, c'est une zone qui appartient à l'État, c'est du domaine public maritime. Donc ce n'est pas une zone que j'ai dû acheter ou louer, ça fonctionne sous forme de bail. C'est un bail précaire qu'on a qui est renouvelé tous les 5 ans. Et pour le reste du foncier, puisque j'ai besoin d'avoir des terres à moi où mettre les brebis pendant les grandes marées, sinon elles seraient noyées, et ben alors au début j'en avais pas. Donc pendant les grandes marées, j'avais tout mon troupeau sur un tout petit bout de champ. Dans la cuisine, à la maison. Presque l'équivalent d'un grand jardin. Et puis, en fait, ma chance, c'est que les producteurs retraités du coin sont venus me proposer des petits bouts de champ ridicules que les autres producteurs contemporains refusaient parce que c'était des petites parcelles vraiment ridicules. Et j'étais tellement contente, moi, que des gens du coin me proposent du foncier que je ne faisais pas la difficile en disant « oh, c'est trop petit » ou « ça mouille trop » ou « j'aime pas la haie ». Ah oui, j'acceptais tout. Et du coup, les producteurs très âgés m'ont pris sous leur aile. C'est-à-dire que je m'entends bien avec ceux qui ont plus de 70 ans. Alors que... Ah là là, je viens de faire une boulette, parce qu'en fait, 70 ans de nos jours, c'est la deuxième jeunesse. Mais les producteurs de moins de 70 ans, en fait, les agriculteurs de moins de 70 ans ne me considèrent pas comme une agricultrice parce que donc eux, l'agriculture contemporaine et intensive est passée par là. Et pour eux, être agriculteur, c'est savoir réparer son tracteur et aller se faire entendre à la chambre et brûler des pneus. Mais les gens de plus de 70 ans se souviennent que eux, quand ils étaient en activité ou quand leurs parents étaient en activité, leur petite ferme ressemblait beaucoup à la mienne et que leur maman faisait un travail qui ressemblait beaucoup à ma manière de travailler. Donc finalement, ces producteurs-là qui sont retraités se reconnaissent davantage dans ma manière de travailler que dans la manière qu'a de travailler leurs propres enfants ou leurs fils. Donc il y a une complicité et un truc qui s'est créé. Donc mes potes ont 70 ans. Mais ceux de 50 ans ne me considèrent pas comme une agricultrice, ils me considèrent donc comme une Marie-Antoinette. Mais donc les quinquas, il faut s'en méfier. Pardon? Les quinquas, il faut s'en méfier. Il manque d'expérience, je suis bien d'accord avec vous. En tout cas, ça parce que j'ai dépassé ce cap. Dans ce cadre-là, les anciens me proposent des petites parcelles et puis j'ai pu finir par construire une exploitation à peu près cohérente en regroupant des toutes petites parcelles dont les gens de ma génération ne voulaient pas. Ça vous inquiète, Olivier Rollinger, d'entendre cette expérience, quand même, qui est celle d'une battante de Stéphanie, en disant les prochaines générations de cuisiniers auront des soucis pour trouver du produit de qualité, parce qu'il y a des barrières, parce que c'est des petits formats, il faut aller les aider, il faut aller les chercher. Est-ce que ça vous inquiète? Moi,
à vous écouter. Au contraire, je suis plein d'espoir. Votre histoire me rappelle bougrement celle d'Anaïs, cette jeune femme qui était venue me voir, qui m'avait demandé d'aller visiter son exploitation et qui avait décidé de vivre de ses plantes, de tilleuls, de millepertuis, des choses comme ça. Elle me dit, voilà, j'aimerais qu'un jour, mes tisanes, le monde entier puisse goûter mes tisanes. Et ce ressort, cette énergie, cet enthousiasme, et surtout, justement, cette chose qui est tellement nouvelle, mais qui est tellement universelle dans cette jeunesse. Nos grands-parents voulaient gagner leur pain. Nos parents voulaient gagner leur steak. Nous avons tenté de gagner la possibilité d'avoir une belle retraite, notre génération. Et la vôtre, vous tentez de vouloir gagner la possibilité de donner du sens à votre vie. Et ça c'est peut-être là le début de l'éveil des consciences. Et alors, il y a ceux qui franchissent le cap de... Moi, on a à peu près 3 CV, nous,